Il y a 1 an, je me tenais devant la maison de mes parents, la même où je suis né et j'ai grandi. Le ciel était gris, reflétant exactement ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Cela faisait 15 ans que je n'avais pas mis les pieds ici, et sans l'appel urgent de ma mère, je ne serais jamais revenu. Bonjour, je m'appelle Mathieu. J'ai 34 ans et je travaille comme directeur marketing dans une agence de publicité à Seattle. J'ai un fils de 10 ans, Justine. Il est tout pour moi. Je me souviens de ce samedi fatidique où ma mère m'a appelé. Sa voix tremblait. « Tu dois rentrer immédiatement. La famille est en grande difficulté, m'a-t-elle dit. Mais la famille dont elle parlait ne m'avait jamais vraiment inclus. D'aussi loin que je me souvienne, une seule personne dans cette famille comptait, ma petite sœur, Willow. Le souvenir du jour où je suis sorti de cette maison est encore vif. J'avais 19 ans. Serrant une lettre d'admission de l'UCLA dans ma main, lorsque mes parents m'ont appelé dans le salon. La nouvelle m'a bouleversé. « On a utilisé tout ton argent pour tes études pour investir dans Willow », a dit ma mère. Investir, m'étrangler-je, complètement abasourdi. Elle a hoché la tête comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Willow a un don pour les arts. On l'a inscrite dans une académie prestigieuse. Elle a besoin de cet argent pour réaliser son rêve. Et le mien? Ai-je demandé doucement. Tu peux contracter un prêt étudiant pour tes études, Mathieu. Mais cette opportunité pour Willow, c'est une chance unique, a dit ma mère, essayant de me faire comprendre. J'ai donc quitté la maison par une chaude nuit d'été avec rien d'autre qu'une vieille valise, quelques vêtements et le peu d'argent que j'avais économisé grâce à mes petits boulots au lycée. Personne ne m'a salué, pas un seul mot d'inquiétude. Mes parents ne m'ont pas donné un centime. Pas de soutien financier, pas de chèque secret ni de compte d'épargne caché pour m'aider à démarrer une nouvelle vie. Ils m'ont laissé avec des appels téléphoniques occasionnels, juste assez pour sauver les apparences. « Tu vas bien ?» m'a demandé ma mère un mardi après-midi, 2 mois après mon départ. L'espace d'un instant, j'ai voulu croire qu'elle s'en souciait. Mais dès que j'ai répondu, son ton est resté indifférent. « Bien, je vérifiais. » Oh, au fait, Willow a été tellement occupée ces derniers temps. Elle vient d'être acceptée comme étudiante par un professeur renommé, a-t-elle dit. Je suis resté silencieux. Pas un mot d'encouragement, pas de questions sur comment je me débrouillais ou si j'avais assez à manger. Juste Willow, Willow et encore Willow. Chaque appel suivant était le même. C'était comme une simple formalité pour qu'il n'ait pas à se sentir coupable. En repensant à mes années d'université, je me souviens comment je jonglais entre les cours et le travail, changeant constamment de cours et de service. Le jour, j'étais un étudiant assidu. Le soir, j'étais barista dans un petit café, faisant parfois des heures supplémentaires dans une supérette pour payer le loyer. Il y avait des nuits où je devais dormir au travail parce que je n'avais pas les moyens de payer ma chambre. Il y a eu des jours où je survivais avec du pain périmé, rassis et dur comme la pierre, parce que je devais choisir entre payer les frais de scolarité ou acheter à manger. J'ai lutté. J'ai vécu de longues nuits solitaires, parfois recroquevillé sur un banc de la bibliothèque du campus, faisant semblant d'étudier juste pour avoir chaud. Mais je n'ai jamais regardé en arrière. Chaque fois que l'épuisement me donnait envie d'abandonner, je me souvenais de leur visage, calme, indifférent, quand ils me disaient que mes rêves comptaient moins que Willow's. Ce souvenir, ce moment, est devenu mon feu sacré. Leur trahison m'a poussé plus loin que n'importe quel discours de motivation. Après 4 ans à me frayer un chemin à travers les études et le travail, j'ai obtenu mon diplôme avec mention. Je me souviens encore d'être sur cette scène, le tonnerre d'applaudissements s'estompant, mon nom résonnant dans le couloir. Il n'était pas là, pas même un message de félicitations. Mais je n'en avais pas besoin. J'avais réussi. Peu après, j'ai décroché un emploi stable dans une grande agence de publicité à Seattle. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'avais plus à me soucier du loyer. Je n'avais pas besoin de compter chaque centime au supermarché pour savoir si j'allais acheter des œufs ou des céréales. Je n'avais pas besoin de faire des heures supplémentaires de nuit juste pour survivre. Je pensais que peut-être, mes parents seraient enfin fiers de moi. Mais en vérité, ils ne se souciaient pas du chemin parcouru, seulement du résultat. Tout a commencé petit. Des messages informels de ma mère pour les fêtes. « Tu rentres à la maison pour Noël ?» demanda-t-elle sur un message vocal. « On organise une grande fête. Je suis sûr que tu aimerais bien contribuer un peu. Non? Puis vint Thanksgiving. Pourrais-tu me commander un service en porcelaine fine ?» Elle m'envoya un texto. « J'en ai vu un magnifique sur Amazon. Seulement $500. Je sais que ton travail se passe bien. » Ensuite, c'était l'anniversaire de mon père.
Tu ne veux pas lui offrir une nouvelle montre? Demanda-t-elle au téléphone d'un ton enjoué. Tu sais combien il adore Rolex. Chaque invitation était empreinte d'attente. Pas une seule question sur comment j'allais. Pas un seul instant de curiosité pour ma vie, mon fils, mon bonheur, juste l'argent. C'était tout ce que j'avais toujours représenté pour eux. Ça ne m'étonnait pas, mais je déclinais chaque demande avec le même détachement poli. Je suis pris par le travail, dirais-je. Je ne pourrai pas venir. Quand les suggestions de cadeaux sont arrivées, je n'ai plus pris la peine d'enjoliver les choses. Vas-y, commande ce cadeau pour papa, ai-je écrit un jour dans un email. Envoie la facture à Willow. Elle a toujours été la plus importante de toute façon. Je me fichais de ce qu'il pensait. Il m'avait abandonné en premier. Je n'avais aucune raison de jouer selon leurs règles, mais je ne suis pas ingrate. Je ne crois pas à la vengeance. Et je n'ai jamais laissé la colère me pourrir la conscience. Même si je ne pourrai jamais leur pardonner, je leur envoie quand même une petite somme d'argent pour leur anniversaire. 2000 $. Non pas par obligation, mais pour avoir bonne conscience. De l'argent pour l'anniversaire de papa. Et j'écris dans la description du virement. J'espère que tu l'utiliseras à bon escient. Pas de vœux chaleureux, pas de carte, juste un virement bancaire froid et impersonnel. Rapide et détaché. Je ne m'attendais pas à de la gratitude. Et bien sûr, ils ne m'ont jamais remercié. 2 ans après avoir obtenu mon diplôme, je me suis marié. Elle avait été ma collègue, pleine d'esprit, charmante, à première vue. Gentille. Nous avons construit une petite vie ensemble, et pendant un temps, cela semblait normal. Puis Justine est née. Il a tout changé. Mais le mariage n'est jamais simple. Des nuits blanches avec un bébé qui pleure, des disputes pour savoir qui devait changer la couche ou sortir les poubelles. Le ressentiment couvait en silence. Certains soirs, nous restions assis à table sans un mot, le poids de tous les non-dits nous pesant. J'ai essayé. Mon Dieu, j'ai essayé. Mais un jour, j'ai découvert qu'elle me trompait. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas posé de questions. J'ai fait ses valises, je les ai placées près de la porte et je lui ai dit calmement, « Tu peux partir maintenant ou attendre que je jette tout par la fenêtre. » Nous avons divorcé après 3 longues années de bataille judiciaire. Elle a perdu la garde, mais le tribunal lui a ordonné de payer une pension alimentaire. Elle n'a jamais contesté cela. Peut-être par culpabilité, peut-être pour passer à autre chose. Peu m'importait. Après ça, j'ai arrêté de croire aux relations amoureuses. Plus de rendez-vous, plus d'amour, plus besoin de chercher quelqu'un pour combler un vide dans ma vie. Je n'en avais pas besoin. J'avais Justine. Il était tout pour moi. Chaque matin, je le conduisais à l'école. Chaque soir, je lui lisais une histoire avant de dormir. Parfois la même 3 soirs de suite parce qu'il aimait ma façon de faire les voix. Le week-end, on cuisinait ensemble, on faisait des pancakes en forme de dinosaures, ou on regardait des films sur le canapé, enveloppé dans ce moment de paix pour lequel j'avais tant sacrifié. Après 7 ans de dur labeur, j'ai été promue directrice marketing, un poste prestigieux assorti d'un salaire annuel de 300 000 $. Je ne me suis pas réjoui. Je me suis contenté de rester assise dans mon bureau, les lumières de Seattle scintillant aux fenêtres, et de laisser le silence m'envahir. J'avais réussi. Et avec ça, j'ai acheté un appartement haut de gamme en centre-ville, spacieux, sécurisé et entièrement équipé. Parquet, vue au dernier étage, une cuisine où j'aimais cuisiner. Ce n'était pas seulement un endroit où vivre. C'était chez moi. Un endroit où Justine et moi pouvions enfin respirer. Tout s'était mis en place. J'avais un super boulot, une vie stable et, surtout, j'avais Justine, la seule personne au monde à laquelle je tenais vraiment. Mais il y a 1 an, tout a basculé à la suite d'un simple coup de fil. « Entre tout de suite », m'a dit ma mère. Sa voix s'est brisée. « Ton père est à l'hôpital. Notre famille est en grande difficulté. » J'ai figé sa voix. Je l'avais entendue 100 fois dans ma vie, mais jamais comme ça. Il y avait de la peur dans sa voix. Une vraie peur. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas l'air froide ni exigeante. Elle semblait secouée. J'ai serré mon téléphone plus fort, le sang me quittant des doigts. Mon premier réflexe a été de l'ignorer. Ce réflexe était ancré en moi. Ils ne me contactaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Ce n'était pas différent. Mais une autre pensée s'est glissée, inattendue. Quoi qu'il en soit, il restait mon père. J'avais passé toute ma jeunesse à les fuir, à essayer de faire table rase des dégâts, à construire quelque chose qui ne porterait pas leur empreinte. Mais si c'était vraiment la fin, si je ne retournais pas, le regretterais-je? Porterais-je ce poids à jamais? Je ne retournais pas pour eux.
Je retournai pour moi, car je ne voulais pas vivre avec la culpabilité de ne pas avoir fait le bon choix. Le lendemain après-midi, après un long trajet tendu, je suis arrivé à la maison que je n'avais pas vue depuis près de 10 ans. Ma mère m'avait informé par SMS que mon père avait déjà été libéré. Compris. Quand je me suis garé dans l'allée, la porte d'entrée s'est ouverte presque aussitôt, comme si elle était restée là tout le temps à attendre. Elle paraissait plus âgée que dans mes souvenirs, fatiguée, épuisée. Peut-être était-ce le moment, ou peut-être le prix à payer pour ses choix. Ses yeux étaient rouges, gonflés à force de pleurer, peut-être, ou autre chose. À l'intérieur, mon père était assis dans son fauteuil habituel du salon. Certaines choses n'ont jamais changé. Son dos était légèrement voûté. Ses cheveux, autrefois d'un noir de jais, étaient devenus plus argentés qu'autre chose. Il ne leva pas les yeux tout de suite. Je m'avançai. Justine était juste derrière moi, silencieux, les yeux écarquillés, absorbant tout. Il ne dit pas un mot, se contentant de tenir le bas de ma chemise. Puis le regard de ma mère se détourna de moi. C'est laquelle le vit. Son souffle s'accéléra. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle, la main se couvrant la bouche. Mon père leva brusquement les yeux, clignant rapidement des yeux comme s'il ne pouvait pas se fier à ses propres yeux. Justine, mon fils, leur petit-fils, celui dont il ne s'était jamais soucié, dont il n'avait jamais demandé de leurs nouvelles, qu'il n'avait jamais cherché à rencontrer. Et maintenant, il était là, debout dans leur salon, ses yeux bleus reflétant les miens, ses cheveux bruns ondulés ébouriffés et cette petite main ferme qui me tenait toujours. « Justine, c'est ça ?» dit ma mère d'une voix tremblante. C'était doux, plus doux que je ne l'avais jamais entendu, presque inconnu. Justine hocha poliment la tête, mais je sentais son malaise. Et puis, comme si quelqu'un avait actionné le bouton, le comportement de mes parents a complètement changé. Les mêmes personnes qui avaient passé des années à me manipuler, me traitant comme une étrangère à moins d'avoir besoin de quelque chose, se sont soudainement transformées en grands-parents parfaits. « Tu as tellement grandi », dit ma mère avec un large sourire d'entraînement, sa voix s'adoucissant anormalement. « Mon Dieu, il a l'air si intelligent. » Elle se pencha légèrement, tendant la main vers Justine comme pour lui toucher l'épaule, mais il se déplaça instinctivement derrière moi. Je ne l'ai pas arrêté. Mon père, qui n'avait pas dit un mot jusqu'à présent, hocha la tête d'un air approbateur. Il ressemble exactement à Matthew quand il était petit, mais en plus grand, plus fort. Puis il ajouta avec un enthousiasme forcé. « Tu aimes le sport, mon garçon? Je pourrais t'apprendre le golf. » Je restai là, à observer ce petit numéro étrange se dérouler. On aurait dit une mauvaise partie. 30 secondes plus tôt, ils avaient à peine reconnu mon existence. Mais maintenant, avec Justine debout, cet enfant aux yeux écarquillés dont ils n'avaient jamais posé de questions, ils étaient soudain remplis de chaleur et d'affection, comme si le passé n'existait plus. Après quelques minutes de flatterie supplémentaire, ma mère fit enfin un geste vers le canapé. « Viens t'asseoir, Matthew, » dit-elle. « On va parler. » Je ne bougeais pas. Je restais là, les bras croisés, la mâchoire serrée. « On peut laisser tomber la comédie ?» dis-je d'un ton neutre, et aller droit au but. Son sourire s'est estompé. Elle se mordit la lèvre, et je vis les larmes lui monter aux yeux. Je n'étais pas ému. La maison est sur le point d'être saisie par la banque. « Matthew, » dit-elle. Sa voix se brisa légèrement. « On a besoin d'aide. » J'expirai lentement. Je n'étais pas surprise. Dès que j'ai vu leur numéro sur mon téléphone, j'avais déjà deviné la véritable raison de l'appel. Et effectivement, il est arrivé. La suite de l'histoire. Willow, continua ma mère, presque comme si elle essayait d'amortir le choc d'un ton doux. Elle a contracté un énorme prêt pour investir dans sa boutique de mode. Mais l'entreprise a fait faillite. Elle ne peut pas le rembourser. Bien sûr, Willow. J'ai ri doucement, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était prévisible. C'était toujours Willow. Elle a fait une erreur et ils se sont précipités pour réparer. Elle a brûlé la maison et ils lui ont donné une nouvelle boîte d'allumettes. « Et tu as hypothéqué la maison pour l'aider ?» dis-je d'un ton froid. « Et maintenant, la banque l'a saisie. » Ma mère hocha la tête. Je me tournai vers mon père qui avait observé tout l'échange en silence, tel un spectateur. « Et maintenant, dis-je lentement, tu veux que je rembourse sa dette ?» Il ne broncha pas. Il hocha la tête sans même avoir la décence de paraître gêné. « Tu as un super boulot, Matthew. Aide juste un peu pour que la famille ne perde pas la maison. » Je le fixai du regard, stupéfaite par son audace. Puis je ricana. « Qui ?» demandai-je. « La famille. »
Ils se regardèrent mais ne répondirent pas, car ils savaient la vérité. Nous n'avions jamais été une famille. Pas pour eux. Pas quand j'avais besoin d'eux. Pas quand je mourais de faim. Pas quand j'étais seul. Mais je n'étais plus ce garçon faible et impuissant. Ce gamin qui implorait des miettes d'approbation. Plus maintenant. Je croisais les bras, la voix posée, calme, mais glaciale. À combien s'élève la dette? Ils hésitaient tous les deux. Je voyais bien qu'ils ne s'attendaient même pas à ce que je pose la question. Ma mère déglutit difficilement, puis parla prudemment, comme si elle essayait de me mettre dans l'ambiance. Environ 250 000 $, dit-elle. Mais si on peut payer 150 000 $ d'avance, la banque pourrait repousser le délai. J'ai éclaté de rire. Pas un rire joyeux, juste de l'incrédulité. 150 000 $? Tu crois vraiment que je vais débourser autant d'argent pour sauver cette maison? Mon père a dit, Matthew, 150 000 $, ce n'est pas beaucoup pour toi. J'ai serré les poings, la mâchoire crispée. Le sentiment de droit dans sa voix m'a fait bouillir le sang. Il en parlait comme si j'achetais un café, pas comme si je renflouais une maison bâtie sur des années de mensonges et de favoritisme. Mais avant même que je puisse ouvrir la bouche pour répondre, la porte d'entrée s'est ouverte avec fracas. Willow. Elle est entrée comme si elle était la maîtresse des lieux, comme si elle contrôlait la tempête. Son regard s'est posé sur moi, et elle a haussé un sourcil parfaitement dessiné, ses lèvres se sont retroussées en ce sourire suffisant familier. « Oh » a-t-elle dit d'une voix ruisselante de moquerie. « Tu es arrivé. Je suis là pour jouer les héros, je suppose. » J'ai expiré brusquement, essayant de ne pas m'énerver. « Non » ai-je répondu d'un ton neutre. Je suis juste venu constater par moi-même combien de fois ils m'ont sacrifié pour te sauver. Railla Willow en croisant les bras. Tu aimes toujours jouer les victimes, pas vrai? Dit-elle d'un ton sec. Dédaigneux, comme si mon existence avait toujours été un inconvénient pour son monde soigneusement organisé. Je la fixai du regard et le sentis, une fureur qui monta lentement en moi. Willow, la petite sœur gâtée qui n'avait jamais manqué de rien, à qui j'avais toujours tout donné pour me battre. Mes parents m'avaient volé mon avenir, mes opportunités, même mon estime de moi, et les lui avaient offerts sur un plateau d'argent. Et maintenant, elle se tenait devant moi, les bras croisés, comme si c'était elle qui avait été lésée. Elle attendait que je recommence, que je me jette à l'eau, que je répare son erreur. Mais cette fois, je ne le ferai pas. J'inspirai profondément, laissant le silence s'étendre, leur faisant sentir à tous le poids de ce que j'allais dire. Puis je les regardai chacun dans les yeux. Ma mère, mon père, Willow et moi parlions lentement, d'un ton posé, insistant sur chaque mot. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dis-je. Je te donnerai ma réponse dans 3 jours. Ma mère soupira bruyamment, comme si un poids s'était allégé, du moins pour le moment. Mon père hocha la tête, l'air aussi impassible que d'habitude, mais son regard le trahissait. Il calculait déjà, planifiait déjà l'issue qu'il croyait inévitable. Mais Willow se contenta de lever les yeux au ciel et de croiser les bras, un sourire narquois plaqué au visage. « Tu te donnes encore en spectacle, hein » dit-elle. « On sait tous que tu reviendras avec le portefeuille ouvert. » Je ne répondis pas. Ça ne servait à rien. Je n'avais pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Sans un mot de plus, je me retournai, pris la main de Justine, et nous sortîmes, laissant derrière nous une pièce remplie d'attentes, de suppositions et de vieux fantômes. Sur le chemin du retour, le silence était pesant, de ce genre qui lui serre la poitrine. Justine était assise tranquillement à côté de moi, les jambes ballantes juste au-dessus du tapis de sol. Puis, au bout de quelques minutes, sa petite voix brisa le silence. « Papa, ça va ?» Je le regardai et lui adressai un sourire, fatigué mais sincère, avant de lui serrer doucement la main. « Je vais bien, Justine, dis-je. C'est juste qu'il y a des choses auxquelles je dois réfléchir attentivement. » Il hocha lentement la tête, sans rien demander d'autre. Mais je le sentais. Il le savait. Il le savait toujours. De retour à la maison, je m'assis à la table de la cuisine, sortis mon téléphone et composai le nom de Gabriel. Il décrocha à la 3e sonnerie. « Matthew, dit-il, visiblement surpris. Ça fait longtemps. » Je laissai tomber la conversation. « Gabriel, j'ai besoin de tes conseils. Mes parents sont sur le point de perdre leur maison, et bien sûr, ils attendent de moi que je les tire d'affaire. » Il y eut un court silence, puis un rire sec et amusé. « Alors, après toutes ces années, il dit, ils se souviennent soudain de ton existence. » Je soupirai en m'adossant à ma chaise. « Exactement.
Et le plus ridicule, c'est qu'ils agissent comme si mon aide était une évidence. Il resta silencieux un instant, puis il demanda sans détour. « Matthew, envisages-tu sérieusement de les aider ?» Je me mordis la lèvre, les yeux rivés au plafond. Une partie de moi voulait dire « non » pour clore ce chapitre à jamais. Mais les mots sortirent avant que je puisse les en empêcher. La vérité que je n'avais pas voulu avouer à voix haute. « Je ne veux pas aider Willow, dis-je, mais je ne peux pas complètement tourner le dos à mes parents. Quoi qu'il arrive, ce sont eux qui m'ont donné la vie. » Gabriel soupira, la voix légèrement basse. « J'ai une suggestion si tu veux les aider, tout en restant juste. » J'ai instantanément plissé les yeux, méfiante. « Vas-y. » Il parla lentement, posément, comme s'il me guidait dans les premières étapes d'un plan qui pourrait tout changer. « Tu peux acheter la maison et la mettre à ton nom. Les laisser y vivre, mais pas gratuitement. Établir un accord clair. S'ils remboursent intégralement les 250 000 $, la maison leur revient. Sinon, elle reste à toi. » Je me suis adossé à mon fauteuil, réfléchissant à la situation. C'était audacieux, calculé, exactement le genre de structure qui me protégerait d'une nouvelle manipulation. Cette solution ne donnait pas seulement un toit à mes parents. Elle les forçait à assumer leurs responsabilités, pour une fois. Et surtout, elle garantissait que Willow n'aurait plus jamais l'occasion de m'entraîner dans sa chute. Après un moment de silence, j'ai pris une grande inspiration et j'ai dit fermement « J'aime ce plan. Fais-le. » Gabriel a ri au téléphone. « Tu as toujours été le plus rationnel, Matthew. » « D'accord, je m'occupe des formalités administratives. » J'ai raccroché et regardé par la fenêtre un long moment. J'ai repensé à tout ce qui avait mené à ce moment. Toutes ces années passées à être ignoré, à être le plan de secours. En 3 jours, j'étais de retour dans cette maison. Mais cette fois, je ne reviendrai pas en fils désespéré. Je reviendrai à mes conditions. 3 jours plus tard, je me tenais de nouveau devant la porte de la maison de mon enfance. Gabriel était à mes côtés, mallette à la main, son costume impeccable, l'air calme. Je n'étais pas arrivé les mains vides. J'étais armé d'un contrat, contraignant, légal et exempt de toute sentimentalité. Lorsque la porte s'ouvrit, le visage de ma mère s'illumina d'un espoir nerveux. Mon père se tenait derrière elle, stoïque comme toujours, mais la tension dans sa mâchoire le trahissait. Il s'était clairement convaincu que j'interviendrais avec un chèque en blanc et que je réglerais tout. Un sauvetage impeccable, sans condition. Ils avaient tort. Nous sommes entrés, l'air lourd d'impatience. Je n'ai pas perdu de temps. Gabriel et moi nous sommes assis à la table de la salle à manger et j'ai sorti le contrat, le posant soigneusement devant eux. J'achèterai cette maison, ai-je dit clairement, d'une voix calme et posée. Et j'en serai le propriétaire légal. Vous pouvez continuer à vivre ici, mais seulement en tant que locataire. Leurs yeux s'écarquillèrent à l'unisson. Pour en reprendre possession, j'ai continué. Tu dois rembourser 250 000 $ dans les 5 ans. Sinon, la maison reste à moi. Puis je me suis tourné vers Willow et j'ai croisé son regard. Ma voix est devenue d'une voix glaciale. Et Willow, tu n'auras pas droit à un seul centime de cet argent. Le silence s'abattit. Mes parents fixèrent le contrat. Stupéfaits, les yeux de ma mère se remplirent de larmes presque aussitôt, son visage se décomposant. « Matthew » s'écria-t-elle d'une voix brisée. « Comment as-tu pu faire ça à tes parents ?» Je tins bon. Je répondis « Rien ». Mon père resta silencieux, scrutant le contrat du regard. Je voyais les rouages tourner dans son esprit, calculant les résultats, essayant d'évaluer la situation. Mais Willow, explosa-t-elle. « Es-tu folle » hurla-t-elle en s'avançant, le visage tordu de fureur. « Tu fais vraiment payer papa et maman pour vivre chez eux. Quel genre de fils fait ça ?» Elle cracha le mot « fils » comme du venin. « Tu es ingrat » s'exclama-t-elle. Je me levai aussitôt et pris le contrat sur la table. Ma voix était glaciale. « Bon, alors, laisse tomber. » Je me tournai vers la porte, le message clair. Je ne bluffais pas. La panique m'a immédiatement envahi. « Attends, Matthew. » La voix de mon père était sèche, pressante. Elle m'a arrêté en plein milieu d'un pas. Je me suis retourné, croisant son regard avec un défi froid et silencieux. Ma mère a essuyé ses larmes rapidement, sa voix s'étant soudain éclaircie, malgré le tremblement. « Nous acceptons tes conditions », a-t-elle hoché la tête. J'ai souri intérieurement. Je savais qu'il céderait. Gabriel n'a pas perdu de temps. En 2 semaines, tous les papiers étaient finalisés et la maison était légalement à moi. Mes parents, bien qu'aigris, ont progressivement accepté la nouvelle réalité.
Ils ont cessé d'essayer de renégocier les conditions, réalisant probablement à ce moment-là que je ne céderais pas, malgré tous les culpabilisants qu'ils me feraient subir. Mais Willow, elle n'en avait pas fini. Je savais qu'elle ne me lâcherait pas sans réagir. Ce que je n'avais pas prévu, c'était à quel point elle s'abaisserait. La guerre a commencé 2 jours plus tard. C'était un dimanche après-midi tranquille. J'étais à la maison avec Justine, qui coloriait tranquillement à table pendant que je préparais le déjeuner. Puis mon téléphone est tombé. J'étais ému. Mathieu, as-tu vu Facebook? Un message d'un collègue. Tu vas bien? Tout le monde parle de toi. Un texto d'un vieil ami. Mon estomac s'est noué. J'ai attrapé mon téléphone et ouvert Facebook, et voilà. La dernière publication de Willow, au premier plan, accumulait déjà les commentaires et les réactions. Elle avait posté une vieille photo de Justine et moi. Dieu sait où elle l'a trouvée. Avec une légende amère qui m'a fait l'effet d'un coup de poing au ventre. Willow Walker. C'est déchirant d'avoir un frère qui n'a aucune honte. Un père célibataire abandonné par sa femme qui exploite maintenant ses parents pour son profit. Il gagne beaucoup d'argent, mais force quand même nos parents âgés à payer un loyer. Pas étonnant, en fait. Il a toujours été une sangsue. Égoïste, même enfant. Toujours jaloux de moi. Et maintenant, il a fait pression sur nos parents pour qu'ils cèdent la maison et m'a mise à la porte du seul foyer que j'ai jamais connu. Je me demande quand il arrêtera de jouer les victimes, vu qu'il est le pire manipulateur de nous tous. Des centaines de commentaires ont suivi, la plupart remplis de pitié et d'indignation. C'était adressé à moi. Pauvre Willow. Elle doit avoir le cœur brisé. Quel genre de frère fait ça? J'arrive pas à croire que quelqu'un puisse traiter ses propres parents comme ça pour de l'argent. J'ai laissé échapper un rire sec, mais ce n'était pas d'amusement. C'était le genre de rire qui venait de l'incrédulité, de la rage. Willow n'avait pas seulement menti. Elle avait publiquement traîné mon nom dans la boue. Pire encore, elle avait posté une photo de mon fils, l'entraînant dans une situation à laquelle il n'avait rien à voir. C'était une limite que je ne tolérais jamais. Je suis sorti de ma chambre, mon téléphone toujours à la main. Justine était à la table à manger, légèrement. Penchée sur son carnet de croquis, mais je voyais bien que quelque chose n'allait pas. Il a levé lentement les yeux. « Papa !» Sa voix était douce, mal à l'aise. Mon ami venait de m'envoyer un message. Ils ont vu le message de tante Willow. Son ton baissait à chaque mot, comme s'il se rétractait sous le poids de quelque chose qu'il ne comprenait pas bien. Quelque chose qu'il n'aurait pas dû comprendre. J'ai serré les poings. J'avais le souffle coupé en m'asseyant. En face de lui. « Justine, dis-je prudemment, d'une voix calme. Ne t'inquiète pas. Je m'en occupe, d'accord ?» Il hocha la tête. Mais il y avait encore de la tristesse dans ses yeux, une douleur qu'aucun enfant ne devrait ressentir. Je sortis de la pièce, fermai la porte derrière moi et appelai Gabriel. Il décrocha à la 2e sonnerie. « Mathieu, que se passe-t-il? J'ai besoin que tu envoies une mise en demeure. » Immédiatement, ma voix devint glaciale. Je n'avais pas de temps à perdre. Il y eut un silence à l'autre bout du fil, puis le ton de Gabriel changea, aigri par l'inquiétude. Qu'a fait Willow cette fois? J'expirai, essayant de me calmer. Elle m'a diffamé publiquement, a inventé des mensonges sur Facebook, m'a traité de sangsue, a prétendu que j'avais forcé nos parents à partir, tout le cirque. Mais pire encore, elle a entraîné Justine dans cette histoire. Elle a posté une photo de lui. Cette dernière phrase m'a de nouveau fait bouillir le sang. Le ton de Gabriel devint grave. C'est grave. Vraiment grave. Je vais immédiatement rédiger une mise en demeure pour qu'elle retire son message et se rétracte. J'inclurai également un avertissement légal. Si elle continue à répandre des mensonges, elle devra faire face à de vraies conséquences. Bien, dis-je à voix basse. J'inspirai profondément avant d'ajouter. Je veux qu'elle sorte de chez moi dans 2 jours. Gabriel n'avait pas l'air le moins du monde surpris. Je me suis dit que ce n'était qu'une question de temps. Je m'occuperai de la paperasse, mais prépare-toi à une sacrée mise en scène. J'ai laissé échapper un rire sec. Tu me connais? Je n'ai jamais eu peur de la bagarre. Cet après-midi-là, Gabriel et moi sommes rentrés chez mes parents. Le soleil brillait encore, projetant une douce teinte dorée sur les rues, mais en moi, tout était encore intense. L'air était calme avant la tempête. Gabriel gardait les yeux rivés sur la route, mais de temps en temps, je le voyais me jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, comme s'il essayait de jauger mon état d'esprit. « Tu es sûr de vouloir gérer ça en personne ?» demanda-t-il finalement. « Je veux la regarder dans les yeux quand je la mettrai dehors », répondis-je d'une voix froide et posée. Gabriel hocha brièvement la tête. « Alors sois prête. »
Elle ne partira pas sans bruit. J'ai souri, les yeux rivés sur la route. J'y compte bien. À 16 heures précises, nous nous sommes arrêtés devant la maison. Je suis sorti de la voiture, Gabriel juste derrière moi. Une pile de documents juridiques sous le bras. Mon cœur était stable, mais pas régulier. La porte s'est ouverte avant que nous l'atteignions. Mes parents se tenaient dans le couloir, raides et inquiets. À l'intérieur, Willow était affalée sur le canapé du salon, jambes croisées, téléphone à la main, faisant comme si de rien n'était. Gabriel n'a pas perdu de temps. Willow Walker, a-t-il dit d'une voix calme et ferme. Je suis le représentant légal de Matthew. Selon les termes du contrat de propriété, vous n'avez plus le droit de résider ici. Vous avez 48 heures pour quitter les lieux, sinon nous procéderons à l'expulsion. Willow a haussé un sourcil et a lentement baissé son téléphone. Elle a laissé échapper un rire moqueur. « Oh, vous êtes sérieux ?» a-t-elle dit, les bras croisés. Sa poitrine se souleva avec un amusement fin. Je fis un pas en avant, soutenant son regard sans sourciller. J'ai l'air de plaisanter. Ses yeux se plissèrent. « Tu te crois si puissant ?» cracha-t-elle. « Toi et ton petit salaud n'êtes que des sangsues. » Un homme pathétique abandonné par sa femme, se faisant passer pour fort, mais qui n'est qu'un pitoyable raté. La gifle retentit avant même que je réalise que j'avais bougé. Le bruit de la paume de mon père sur sa joue claqua dans l'air comme le tonnerre. Sa tête bascula brusquement sur le côté. Elle se figea, la main portée à son visage, stupéfaite. Même moi, je n'avais jamais vu mon père comme ça. Un silence pesant enveloppa la pièce, pesant, irrespirable. Personne ne bougea. Ils restèrent plantés là, les yeux écarquillés, comme s'ils savaient que Willow était allé trop loin, mais n'avait pas le courage d'intervenir. Mon père s'approcha. Sa voix devint si froide qu'elle me brûla. J'aurais aimé faire ça il y a des années, les choses auraient été bien meilleures aujourd'hui. Si jamais tu entraînes mon petit-fils dans cette histoire, je te promets que ce ne sera pas juste une gifle. Willow serra les poings, la mâchoire crispée, les lèvres tremblantes de fureur. Elle se tourna vers moi et dit, « Tout ça, c'est à cause de toi. Tu vas le regretter. » Elle grogna, la voix fulgurante, les yeux pleins de haine. J'eus un petit rire sans humour. Je la regardai droit dans les yeux. « Non, Willow, dis-je. Pour la première fois de ma vie, je ne regrette rien. » Gabriel s'avança, calme et posé, posant l'avis d'expulsion sur la table basse, juste devant elle. Sa voix était posée. « Signez ceci pour accuser réception de votre avis d'expulsion, » dit-il. « Sinon, attendez-vous à une convocation au tribunal la semaine prochaine. » Willow tourna brusquement la tête vers nos parents, les yeux écarquillés, la voix tremblante de désespoir. « Maman, papa, vous ne pouvez pas le laisser me faire ça. » Mais ils ne bougèrent pas. Ma mère fixait le sol et mon père était toujours en colère. Ils ne dirent pas un mot, pas un seul mot pour sa défense. Willow resta bouche bée tandis qu'elle scrutait la pièce. Pour la première fois de sa vie, personne ne venait à son secours. Plus aucune alliance, plus aucun soutien, plus aucune manipulation ne pouvait changer les faits qui lui étaient exposés. Son expression se durcit d'un geste brusque. Elle arracha le stylo de la table et signa le document avec une telle force que je m'attendais presque à ce que le papier se déchire en deux. Puis, avec un élan théâtral, elle laissa tomber l'épingle, son cliquetis résonnant dans le silence de la pièce. Elle attrapa sa valise, déjà faite, et se précipita vers la porte. Mais juste avant de sortir, elle se retourna, le visage tordu de rage, les yeux brûlants comme des braises. « Ce n'est pas fini, » siffla-t-elle. Je ne bronchais pas, je ne clignais pas des yeux. Je haussai simplement les épaules, d'une voix d'acier. « Essayez-moi. » Et puis, claqua. La porte se referma derrière elle. Willow avait disparu. Cela fait 1 an depuis ce jour, et je peux dire sans hésitation que ma vie est meilleure sans elle. Là, paix revint lentement mais sûrement. Mes parents vivent toujours dans la maison. Ma maison, celle que je leur ai rachetée pour 250 000 $. Je ne les ai pas laissés dans la rue et je ne les ai jamais facturés à louer, mais ils savaient qu'il y avait des limites. Maintenant, chaque mois, Justine et moi leur rendons visite une seule fois. Je le fais pour lui parce que je veux qu'il ait des grands-parents, même si le lien entre moi et eux est fissuré en permanence, irrémédiablement endommagé. Je les envoie toujours 2 000 $ par mois pour aider à couvrir les factures et les frais de subsistance. Pas à cause d'une profonde affection, mais parce que je veux que mon fils sache que les parents ne doivent pas être jetés. Ils vous ont donné la vie, et je ne veux pas vivre avec regret quand je regarde en arrière des années.
Quant à Willow, elle est tombée dure après qu'elle sortait de ma maison ce jour-là, une valise à la main, le feu dans les yeux. La réalité du monde l'a frappée comme un train de marchandises. Plus de filets de sécurité, plus de coussins sur lesquels se replier. Elle a fini par louer un petit appartement au bord de la ville. Un de ces lieux de loyer hebdomadaire sans frein qui sentait le vieux tapis et le désespoir. C'était loin du confort qu'elle appréciait autrefois sous le toit de nos parents. Le réconfort, elle croyait qu'elle était due. Ward a fait qu'elle travaille maintenant comme commis aux ventes dans un dépanneur. Je ne juge pas le travail. C'est un travail honnête et il y a de la dignité à gagner votre propre chemin. Mais je connais Willow, et je sais que ce n'est pas la vie qu'elle imaginait pour elle-même. Elle avait l'habitude de parler comme si elle était destinée à mieux, comme le monde lui devait quelque chose juste pour se présenter. La réalité avait d'autres plans. Peu de temps après que la poussière s'est installée, quelque chose d'étrange s'est produit. Un soir, je faisais défiler mon téléphone après avoir mis Noé au lit. Je ne pensais même plus à Willow. Mais ensuite, une notification est apparue. Quelqu'un m'avait tagué dans une vidéo. Mon estomac se resserra et j'ai tapé l'écran. Elle était là, Willow. Pas de maquillage, pas de filtre, juste elle assise sur ce qui ressemblait à un canapé d'occasion dans un appartement mal éclairé. Sa voix était plus silencieuse que je ne me souvenais. Humilié. Salut, je fais cette vidéo parce que j'ai besoin de clarifier quelque chose. Ce que j'ai posté à propos de Matthew, ce n'était pas vrai. Il n'a jamais facturé le loyer de nos parents. Il ne m'a jamais expulsé de la maison. Je suis parti après avoir violé notre accord en faisant ce post sur Facebook. J'ai agi par dépit et c'était mal. Elle s'arrêta, avala durement comme si ça faisait mal de dire les mots. J'étais en colère, jaloux et je me suis déchaîné contre quelqu'un qui a toujours essayé de bien faire par notre famille, même si cela ne ressemblait pas à ça. Je laisse ma fierté ruiner tout. Je suis désolé. J'espère qu'un jour Matthew pourra me pardonner. La vidéo s'est terminée là-bas. Pas de musique dramatique, pas de larmes de crocodile, juste du silence. Je n'ai rien dit publiquement. Je n'ai pas commenté. Je ne l'ai pas partagé, mais je l'ai regardé 2 fois. La communauté en ligne n'a pas tardé à partager leur mécontentement. La plupart de ses amis ne l'ont pas fait d'amitié, et beaucoup d'entre eux ont publié des commentaires haineux sur son message. Cela n'a rien changé entre moi et Willow. Pas vraiment. Les dégâts avaient déjà été causés. La confiance n'est pas quelque chose que vous reconstruisez avec quelques mots honnêtes. C'est quelque chose que vous gagnez lentement au fil du temps, si jamais. Pourtant, il y avait quelque chose dans ses yeux ce soir-là. Quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Peut-être, juste peut-être, elle commence à comprendre ce que signifie prendre des responsabilités. Mais en ce qui me concerne, ce chapitre est fermé. Parfois, mais pas souvent, mes parents l'élèvent. Un soupir, un regard fugace de nostalgie, un soupçon de regret. Matthew Willow est encore jeune, a dit ma mère une fois lors d'une visite. Sa voix douce, presque plaidant. Elle a juste fait des erreurs. Je pose mon thé lentement, la regarda droit dans les yeux. Ma voix est plus froide que l'hiver. Si vous mentionnez un nouveau Willow devant moi, j'ai dit, vous pouvez quitter cette maison. Silence. Ils savaient que je ne bluffais pas. Ils avaient déjà perdu trop de privilèges lorsque j'ai pris le contrôle de ma vie. Et à ce moment-là, ils ont compris une chose avec une clarté parfaite. Willow n'était plus un sujet de discussion. La famille n'est pas garantie par le sang. Il m'a fallu beaucoup de temps pour le réaliser. Longtemps d'essayer, de pardonner, de se pencher et de se briser jusqu'à ce que la vérité devienne impossible à ignorer. La famille ne concerne pas l'ADN partagé. Il est construit sur le respect, la confiance et l'amour authentique. Il s'agit de qui vous tient à vos côtés lorsque les choses deviennent difficiles, pas qui partage votre nom de famille. Mes parents, ils ont fait leur choix il y a des années. À maintes reprises, ils ont choisi Willow. Ils ont regardé dans l'autre sens quand elle a menti, manipulé et m'a démoli. Ils ont fait des excuses pour elle tout en me tenant à des normes impossibles. Ils ont regardé qu'elle traînerait mon nom dans la boue. Et ils tressaillirent encore plus à ma colère que de sa trahison. Et maintenant je choisis. Je choisis Justine. Je choisis le garçon qui me regarde tous les jours, qui n'a jamais demandé à être au milieu de cette guerre, mais qui mérite la paix. Je choisis de le protéger des cycles que je devais endurer. Je choisis moi-même, pas par amertume, mais par clarté. J'ai porté ce poids assez longtemps. J'ai donné des chances. J'ai avalé la fierté. J'ai essayé d'être la meilleure personne. Mais parfois, la meilleure façon d'avancer est d'arrêter de regarder en arrière.